Les amis, intro un peu spéciale, alors rassurez-vous, vous aurez bien vos 3 histoires d'horreur hebdomadaires, mais je vais vous demander un petit peu de patience car j'aimerais faire un test avec vous. Alors vous le savez, j'ai souvent l'habitude de vous poser une question afin de faire plus ample connaissance dans les commentaires. Et franchement c'est cool, vous êtes toujours beaucoup à jouer le jeu et moi je me fais un plaisir chaque matin à prendre le temps de vous répondre. Sauf que là, j'ai juste envie de tenter un gros truc, tenter une expérience sur YouTube. J'ai cette envie de faire 100 000 vues sur cette vidéo. 100 000, c'est beaucoup, mais on va le faire. Alors oui, l'objectif il est gargantuesque, j'aime bien ce mot, mais en même temps, il faut rêver grand dans la vie. Mais vous le savez, tout seul, sans vous en fait, j'y arriverai jamais. Comme je dis toujours, moi je suis juste un mec qui raconte des histoires en slip dans son petit studio et c'est tout. Sauf que j'aimerais bien qu'on se lance ensemble ce défi d'avoir les 100 000 vues sur cette vidéo. C'est mon objectif et je veux y arriver. Et alors pour y arriver, je vais vous demander 3 choses. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, mais ce serait vraiment cool de votre part. La première chose, c'est tout simplement de partager ma vidéo à 3 personnes dans votre entourage qui pourraient aimer mes threads d'horreur. Alors vous pouvez partager à 3 personnes ou tout simplement la partager sur votre fil d'actualité, sur Facebook ou Insta par exemple. Et puis la deuxième chose, et pas des moindres, c'est de me dire vous, en commentaire, quel est vous votre objectif que vous êtes lancé et que vous souhaitez absolument atteindre dans votre vie. Et si jamais je peux vous aider d'une façon ou d'une autre, ce sera avec grand plaisir. Bon, je répète encore une fois, rien d'obligatoire là-dedans. C'est un objectif que je me suis fixé sur cette vidéo et je voulais partager cette envie avec vous. Merci d'ailleurs à tous ceux qui vont jouer le jeu. Promis, c'est la première et dernière fois que je demande un truc aussi loufoque que ça. Et ouais, j'aime bien aussi le mot loufoque. Maintenant que c'est dit, on y va pour 3 histoires d'horreur. Alors je vous le dis tout de suite, cette première histoire elle va vous rendre malade tellement ce qui a failli se produire est juste horrible. Alors bien sûr je suis là pour vous raconter des histoires qui sont arrivées à des personnes, mais là celle que je vous ai trouvée, elle est non seulement flippante, mais elle montre aussi la détresse dans laquelle une personne peut se trouver après un drame. On va donc suivre pour cette histoire Valentin et Faustine. C'est 2 parents d'un jeune garçon d'1 an et demi, et Valentin et Faustine ont décidé qu'ils allaient passer leurs prochaines vacances dans un center park. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de grand camping très familial, et vous pouvez avoir déjà été, j'ai trouvé ça juste trop cool. Et contrairement à l'histoire qui va se passer, je me suis jamais autant senti en sécurité dans un center park. Les gens sont vraiment très cool, très sympas et bref, j'ai trouvé ça juste trop bien. Valentine et Faustine, ils vont partir avec leur bébé ainsi qu'un couple d'amis dans un center park. Et ce couple d'amis a 2 enfants et c'est important pour la suite. Et donc naturellement, Valentin et Faustine ainsi que leur couple d'amis ont décidé de prendre des cottages tout proches l'un de l'autre pour pouvoir se retrouver le soir. Ils expliquent, et ça aussi très important, qu'ils ont donc chacun un cottage à seulement une dizaine de mètres. Ils sont vraiment presque collés. Idéal donc pour les 2 familles. Et le départ, il est prévu fin septembre, en dehors des vacances scolaires. Vient donc la date du début des vacances et c'est alors que Valentin et Faustine, ainsi que le couple d'amis, prennent la route pour se retrouver au center park. Et chaque couple rentre dans son cottage, pose ses affaires et s'installe tranquillement. La vue du cottage, elle est magnifique. Elle donne sur un étang, c'est donc trop cool pour Valentin et Faustine. Valentin et Faustine indiquent qu'il n'y a pas grand monde dans le center park, ils sont hors période scolaire et donc il y a très peu de monde. Super cool pour eux, qui vont profiter pleinement de la piscine et de toutes les infrastructures autour. Au bout de quelques jours seulement, Valentin et Faustine croisent régulièrement une dame qui se balade dans le center park. C'est une dame qui a une veste du center park, c'est donc une personne qui travaille ici et s'occupe éventuellement de tout ce qui est nettoyage, des cottages et d'inspecter les alentours pour que tout se passe bien. Donc assez régulièrement, quand ils rentrent le soir de leurs activités, ils sont souvent amenés à voir cette dame dans la zone où se situe leur cottage. Et jusque-là, rien d'anormal. Sauf qu'au bout de quelques jours seulement, Valentin va un soir endormir son fils dans sa chambre et au moment de regarder à travers la fenêtre, il va voir de nouveau cette femme marcher sur le chemin en face de son cottage. Et première alerte pour Valentin qui se pose des questions, car c'est assez bizarre que cette dame du center park soit souvent là, seule, à se balader dans leur zone. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'on est hors période scolaire et donc il n'y a pas beaucoup de cottages réservés, ils sont presque les seuls dans la zone à louer un logement. Donc pourquoi cette femme passe tout son temps à errer dans cette zone, surtout qu'elle a l'air de rien transporter finalement, ni d'avoir aucun matériel sur elle. Donc déjà, très bizarre comme feeling. Mais c'est pas tout. Valentin et Faustine vont expliquer que tous les soirs, ils mangent ensemble avec leur couple d'amis. Et donc ils se retrouvent toujours sur leur terrasse ou sur la terrasse de leurs amis pour prendre l'apéro une fois que les enfants sont dodo. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, leur cottage se trouve à quelques mètres seulement, donc ils sont vraiment à côté. Et par précaution, Valentin et Faustine ont installé un babyphone dans la chambre de leur fils pour être sûr d'entendre si leur fils se réveille et qu'il faut aller le voir. Bref, tout est opérationnel et chaque soir ils se retrouvent donc entre amis pour se détendre et boire un verre. Sauf qu'un soir, tout ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'ils sont tranquillement en train de prendre l'apéro ensemble, Faustine entend le babyphone. Et le babyphone fait un bruit assez particulier et donc décide d'aller dans la chambre de son fils pour voir si tout va bien. Et je précise qu'elle passe par derrière le cottage et non par devant la maison, étant donné que la terrasse se trouve de l'autre côté de l'entrée. Sauf qu'en arrivant dans sa chambre, Faustine va alors découvrir son fils dormir tranquillement. Seul truc bizarre, c'est que la fenêtre de la chambre
est entrouverte. Chose étonnante pour Faustine, mais qui se dit que Valentin a du mal à refermer tout à l'heure. Elle referme donc la fenêtre et tire les rideaux pour que la chambre de son fils soit dans le noir complet. Faustine retourne donc sur la terrasse et demande à Valentin si c'est bien lui qui a ouvert la fenêtre. Alors Valentin est étonné et lui dit bien sûr que non, il l'a bien fermé et a aussi mis les rideaux pour que la chambre de son fils soit plongée dans le noir. Et à peine ils ont le temps d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer, qu'ils entendent de nouveau le babyphone. Ils tendent l'oreille, entendent un petit peu leur fils gazouiller on va dire, mais entendent distinctement chut. Valentin et Faustine se regardent, ils sont terrifiés, puis courent en direction de la chambre de leur fils en passant encore par derrière. Et arrivés dans la chambre, ils ne voient plus leur garçon. Au lieu de ça, ils entendent une porte claquer en direction de l'entrée. Valentin et Faustine, accompagnés de leurs amis, se ruent en direction de la porte d'entrée et voient au loin une femme partir avec leur bébé. Valentin et Faustine courent en direction de la dame pendant que le couple d'amis reste là pour surveiller leurs enfants. Et l'enjeu est énorme. Déjà, cette femme a enlevé le petit garçon de Valentin et Faustine, mais c'est pas tout. Le petit garçon n'ayant qu'1 an et demi, si jamais elle le fait tomber ou quoi que ce soit, eh bien ça peut être fatal pour lui. Et au bout de quelques secondes, Valentin arrive au niveau de la dame qui, par précipitation, va jeter leur petit garçon dans ses bras. Valentin arrive de justesse à l'attraper sans qu'il ne tombe par terre et arrête sa course. Et Valentin va prendre le temps de vérifier que son enfant va bien. Et après avoir récupéré son garçon, Valentin a à peine le temps de relever sa tête qu'il ne voit même plus au loin qu'une petite silhouette s'enfoncer dans l'obscurité du Center Park. Faustine arrive à hauteur de Valentin et récupère leur petit garçon pour laisser Valentin pourchasser cette femme. Mais Valentin explique que c'était déjà trop tard et qu'il n'a malheureusement pas retrouvé les traces de cette dame. Valentin et Faustine vont bien évidemment aller passer une soufflante au staff du Center Park. C'est pas normal qu'une personne puisse se balader comme ça la nuit et enlever leur bébé. Et ce n'est pas tout. Il y aura une enquête qui va être lancée par le Center Park. Et les caméras de surveillance vont ainsi retracer toutes les images jusqu'à l'enlèvement. Et première chose bizarre, c'est qu'ils verront donc bien cette dame errer dans cette zone précise du Center Park. Et chose plus troublante encore, c'est que cette personne ne rentre pas par l'entrée principale. Les membres du Center Park ont pu observer que cette dame rentrait par un coin très précis du Center Park. Un endroit assez boisé, normalement protégé par des grilles pour éviter toute intrusion. Et après vérification sur les lieux, ils verront sur la grille une énorme fente pouvant effectivement laisser passer une personne. Et deuxième chose très troublante, c'est qu'en zoomant sur le visage de cette femme, ils vont pouvoir la reconnaître. Et en fait, cette femme est très connue de base du Center Park car elle a travaillé plus de 12 ans là-bas comme manageuse. Le truc, c'est qu'elle a, il y a plus de 2 ans, démissionné de son poste suite à la perte de sa famille. Et c'est ça le plus tragique en fait. Cette dame qui errait dans le Center Park a quelques mois auparavant perdu son mari ainsi que son bébé dans un accident de voiture. Et étant la seule à survivre, elle a eu énormément de mal à s'en remettre. Et on peut même dire qu'elle ne s'en est jamais remis. Et elle a donc vrillé ce soir-là en tentant d'enlever l'enfant de Valentin et Faustine. Et pour finir cette histoire, on apprendra que cette dame n'a pas été condamnée à une peine de prison, et je pense qu'avec son histoire, c'est effectivement pas le meilleur endroit pour elle. En revanche, elle a dû rentrer dans un centre psychiatrique pour se soigner et tenter de se remettre du drame qu'elle a vécu. Bon, je suis désolé, on démarre sur une histoire qui fait mal au cœur, mais voilà, en tout cas, moi, elle m'a fortement touché. Alors, petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. On est maintenant parti pour la deuxième histoire qui concerne Martha. Martha, c'est une américaine vivant dans l'Ohio, près de Cleveland. Martha a 21 ans et fait des études pour devenir décoratrice d'intérieur. Et Martha explique qu'elle habite chez ses parents. Parents avec des revenus assez modestes, mais qui donnent tout ce qu'ils ont pour que Martha puisse continuer ses études et faire le métier qu'elle veut. Martha explique qu'elle est très reconnaissante envers ses parents. Car vous le savez, aux États-Unis, faire des études ça coûte cher, donc il faut que la famille derrière, elle assure en fait. Du coup, régulièrement, elle travaille par-ci par-là pour aider sa famille à s'en sortir en plus de ses études. Et pour ceux qui ne savent pas, toute la région autour de l'Ohio, où il y a Cleveland, où il y a même le Michigan, où il y a la ville de Détroit, eh bien c'est assez pauvre comme région. C'est donc naturellement que Martha aide sa famille à joindre les deux bouts. Et alors qu'il lui reste 1 an d'études avant d'avoir son diplôme dans sa fac, elle décide que cet été, pendant les vacances scolaires, elle va mettre son temps à profit pour gagner un peu d'argent et aider sa famille. Martha, elle a aussi envie de changer un peu d'air et de rechercher un métier un peu plus loin que sa ville. Elle se dirige donc vers le site Craigslist, qui est un peu le bon coin américain, et dessus il y a de tout, et donc des offres d'emploi pour les jobs d'été. Et super car Martha, elle voit une offre qui est assez alléchante, celle de travailler dans une ferme à 2 heures de sa ville pour un salaire de 3500 $ par mois pendant 2 mois. Martha, elle a conscience que c'est beaucoup d'argent et que ça aidera énormément ses parents pour financer ses études, mais aussi pour avoir un peu plus de confort dans leur vie de tous les jours. Martha en parle à ses parents qui dans un premier temps lui disent c'est trop loin, ils savent pas si c'est une offre fiable donc pas possible pour les parents. Sauf que Martha elle explique
explique que c'est à quelques miles, quelques kilomètres de chez leur tante Suzanne. Et du coup, effectivement, ça rassure les parents de Martha qui laissent leur fille se rendre chez leur tante Suzanne afin qu'elle se rende à cette ferme pour obtenir ce job d'été. Ni une ni deux, elle contacte le numéro de téléphone mis sur Craigslist. Bon, vous m'excuserez pour l'accent Craigslist, j'ai pas d'accent du tout. Elle tombe donc sur un homme, et cet homme c'est le propriétaire de la ferme, et il a tout de suite l'air très rassurant pour Martha, qui se réjouit de proposer son aide pour le poste à pourvoir durant l'été. Et tout se passe bien, ils font quelques jours plus tard un second appel, et le propriétaire des lieux confirme que c'est bon, elle est prise, et qu'il a hâte de travailler avec durant l'été pour l'aider à s'occuper de sa ferme. 2 semaines plus tard, Martha a donc rendez-vous avec le propriétaire de la ferme, elle entre donc l'adresse dans son GPS, et se rend chez sa tante Suzanne pour passer la nuit avant d'aller faire son premier jour de travail. Le matin arrive, Martha se met en tenue et part en direction de la ferme à une vingtaine de minutes en voiture. Et en arrivant, elle voit une immense ferme. Et vous savez, aux États-Unis, c'est pas des petites fermes comme nous en France, mais des trucs immenses. En même temps, ils sont beaucoup plus que nous, donc il faut nourrir beaucoup plus de personnes et avoir des fermes immenses. Le problème pour Martha, c'est qu'elle ne voit pas l'entrée. C'est tellement grand qu'elle se sent minuscule devant cette ferme et elle va donc décider de se garer un peu comme ça devant la ferme et puis c'est tout. Et elle trouve que c'est bizarre que le propriétaire des lieux ne soit pas là, sauf que juste devant elle, elle aperçoit en fait un homme qui est en train de faire des signes. Alors pas de doute pour Martha qui est rassurée, c'est le propriétaire des lieux. Elle descend donc de sa voiture et va le rejoindre. Et l'homme est comme par téléphone, très sympa, très cool au premier abord. Il explique que sa ferme fait près de 5 hectares et donc c'est normal qu'il soit au retard. Il indique aussi qu'il va faire visiter une partie de la ferme avant de démarrer pour qu'elle s'imprègne des lieux. Et alors que Martha se dirige vers ce qui semble être l'entrée de la ferme, le propriétaire lui dit qu'ils vont plutôt passer par derrière car c'est là-bas qu'elle va travailler. Et alors qu'elle pensait travailler dans une grande ferme, elle se retrouve à marcher plusieurs centaines de mètres avant de rejoindre une ferme toute petite aux abords de la forêt. C'est comme une ancienne grange, beaucoup moins attrayante que là où elle a garé sa voiture, mais c'est pas grave, Martha elle pense aux 3500 $ par mois pendant les 2 mois, donc elle prend sur elle. En fait, c'est pas grave pour Martha qui se doutait qu'elle allait pas travailler dans le grand bâtiment car probablement que c'est même réservé aux personnes les plus qualifiées et non pour les emplois plus saisonniers comme elle en fait. La visite se passe normalement, sauf que l'ambiance va littéralement changer. Martha explique que plus la conversation avance, plus c'est bizarre. Elle surprend le propriétaire, mater discrètement ses jambes, puis discrètement sa poitrine, et ça plaît pas du tout à Martha. En clair, l'ambiance change brutalement en quelques minutes. Et en visitant la grange, Martha trouve déjà que celle-ci n'a l'air clairement pas entretenue, contrairement à ce qu'elle a pu voir au premier abord, là où elle a garé sa voiture. Bref, la visite continue, et de nouveau l'ambiance prend une autre tournure, ça passe encore un palier, quand le propriétaire fait des allusions assez choquantes envers Martha lorsqu'il passe devant les ballots de paille. Alors les plus coquins qui sont abonnés à la chaîne comprendront les allusions. Bref, je reviens à l'histoire, ça commence à être vraiment trop pour Martha qui se demande comment elle va tenir 2 mois ici, loin de sa famille, avec un mec beaucoup trop insistant comme ça. Et vous savez, Martha, elle est un peu comme tout le monde. Quand elle le sent pas, elle le sent pas. Et Martha, elle prend la décision dans sa tête, elle se dit tant pis, je vais peut-être m'asseoir sur 3500 € par mois pendant les vacances d'été, mais impossible, je travaillerai pas là-bas. Martha fait donc le bon move de dire au propriétaire que tout est top et tout lui convient, mais qu'elle a oublié son téléphone dans la voiture et qu'elle doit absolument prévenir ses parents qu'elle est bien arrivée à la ferme. Avant de partir en direction de sa voiture, le propriétaire l'arrête et lui dit qu'elle n'a pas besoin d'aller tout de suite chercher son téléphone parce qu'avant, il veut lui montrer une dernière pièce, une dernière chose. Et en tournant sa tête, Martha voit que le propriétaire désigne avec sa main une pièce au fond de la grange avec un cadenas dessus. Alors je sais pas vous, mais rien qu'en lisant son histoire, je suis pas serein pour Martha. Imaginez-vous comment elle se sent elle à ce moment-là. Alors Martha explique qu'elle est pas bien du tout, elle se sent forcée par une personne qu'elle ne connaît finalement pas, et pour bien imaginer la situation, faut aussi comprendre que le propriétaire de la ferme, c'est censé être le patron de Martha. Donc il y a aussi un déséquilibre dans les échanges qu'ils ont. Martha se sent presque contrainte d'aller dans la dernière pièce que veut lui faire visiter le propriétaire. Et alors je vous rassure, Martha elle va faire confiance uniquement en son instinct et sortir de la grange pour taper son meilleur sprint en direction de sa voiture. Elle va sortir de la grange, elle va courir à toute vitesse à travers le petit chemin qu'ils ont emprunté pour aller dans cette petite partie de la ferme qui est plus ou moins abandonnée. Et pendant qu'elle court, elle jette quelques regards en arrière et voit ce propriétaire courir après elle avec une fourche à la main. Martha est en panique, il lui reste quelques dizaines de mètres avant d'arriver au bout du chemin et se diriger en direction de sa voiture. Sauf que pour elle, c'est impossible. Elle n'arrivera pas à la voiture sans se faire attraper. Et à ce moment-là, ça en sera fini pour elle. Elle continue tout de même de taper son meilleur sprint. Elle arrive du coup au niveau du devant de la ferme, là où il y a sa voiture. Et là, elle aperçoit un homme en train de péter un câble devant sa voiture. Et là, c'est trop.
Martha, elle se dit qu'ils sont plusieurs et clairement, elle n'en ressortira pas vivante. Martha s'arrête, s'effondre en larmes à quelques mètres de sa voiture. Pour elle, c'est fini, elle a abandonné. Et alors qu'elle pensait se faire embrocher par le propriétaire, elle entend une grosse voix américaine qui lui demande si c'est elle qui a garé sa voiture ici. Et clairement, Martha dit que c'est assez troublant car à la fois l'américain était en colère et n'était pas du tout content que Martha se soit garée ici, mais de l'autre côté, ça a pour effet de la rassurer car il ne faisait aucun doute qu'il n'avait rien à voir avec le propriétaire qui lui courait après. D'ailleurs, en parlant de lui, Martha nous explique qu'elle s'est retournée pour savoir où était le propriétaire, mais il était malheureusement plus en train de la chasser. Il se cachait là, bien plus loin derrière un arbre. Une image que Martha a photographiée dans sa tête et qu'elle n'oubliera probablement jamais. Martha va se diriger vers l'homme pour savoir quel est le problème et en fait il s'avère que cet homme, cet américain, est en réalité le vrai propriétaire de la ferme. Et cette même personne explique que personne n'a le droit de se garer là car ça bloque tout simplement les tracteurs qui doivent passer. Martha explique qu'elle s'est garée là car elle avait rendez-vous avec le propriétaire justement de la ferme pour un job et celui-ci indique que malheureusement ce n'était pas le cas du tout. Mais le vrai propriétaire de la ferme a tout de même immédiatement compris la situation quand Martha lui a exposé tout ce qui s'est passé. Il s'est donc assuré que Martha reste en sécurité avec lui tout en appelant la police. Et Martha explique dans son thread qu'une enquête a été lancée et qu'en effet l'annonce sur Craigslist était en fait fausse et qu'en réalité la personne qu'elle a rencontrée a utilisé l'adresse de la ferme pour amener des jeunes filles de son âge un peu plus loin dans le chemin pour en faire on ne sait quoi. Martha est donc passée à ça d'une potentielle agression qui aurait pu très mal finir pour elle. Et pour la suite, malheureusement, Martha ne nous en donne pas plus, mais on peut imaginer qu'elle a préféré faire un job d'été, finalement dans sa ville, loin de ce qu'elle a vécu dans cette ferme. Bon, et maintenant que cette histoire sur Martha est terminée, est-ce qu'on se ferait pas une toute dernière histoire dans cette vidéo ? Alors je vous préviens, celle-ci est assez spéciale car on va parler de Grégoire, un passionné de photographie et de nature. En gros, il aime prendre en photo la faune, la flore, ainsi que tout type d'animaux en pleine nature. Et Grégoire explique que régulièrement, il part dans des endroits assez reculés pour prendre quelques clichés. Il explique qu'il aime être dans des endroits abandonnés où la nature reprend ses droits et il aime tout particulièrement, et même si ça coûte cher, partir en safari pour voir les animaux dans la savane. Et puis il va aussi régulièrement dans des parcs pour profiter du calme et de photographier le paysage. Et c'est ce qui va se passer un vendredi après-midi, lorsque Grégoire décide de prendre ses affaires pour s'installer dans un grand parc. Et il a prévu de passer la fin de l'après-midi et le début de la soirée là-bas pour faire de la photographie. Et Grégoire, lorsqu'il arrive sur les lieux, il nous décrit l'endroit. Le parc est très grand et se compose en plusieurs parties. Il y a une partie boisée, bien au fond du parc, un petit étang de pêche, ainsi que de nombreux chemins, donc c'est idéal pour faire de la photo. Grégoire remarque qu'il n'y a personne dans le parc, alors que pourtant il fait très beau. Et donc Grégoire se promène et commence à prendre quelques clichés de tout ce qui l'entoure. Les photos sont magnifiques et Grégoire est très content. Et alors que ça fait 2 heures qu'il se promène dans le parc à prendre ses plus beaux clichés, le soleil commence tout doucement à tomber, donc il pense à partir bientôt. Sauf qu'en glissant un regard au loin vers la partie boisée du parc, il peut apercevoir une silhouette toute blanche. Et c'est assez dur à voir pour Grégoire qui se situe à une centaine de mètres de la partie boisée, donc il décide de zoomer avec son appareil photo pour savoir ce que c'est. Et lorsqu'il va zoomer avec son appareil photo, il va voir que c'est une femme habillée en robe de mariée qui se situe dans les bois. Très étrange pour Grégoire, car si c'est pour faire des photos de mariage, il commence à être assez tard car le soleil se couche. Et puis il voit bien que cette personne, elle est toute seule et semble totalement désorientée. Grégoire est donc assez surpris de ce qu'il voit et il explique que par erreur, il va prendre un cliché. Sauf que ça pourrait juste être un cliché et puis c'est tout. Et il serait parti comme il avait prévu de le faire. Sauf que non, là, il déclenche le flash qui va immédiatement attirer l'attention de cette femme habillée en robe de mariée. Alors surpris également par le flash, Grégoire va lâcher son appareil photo qui va tomber par terre. Et Grégoire nous indique qu'à ce moment-là, il est parcouru d'une sorte de frisson qu'il ne réalise même pas qu'il a fait tomber son appareil photo à ce moment-là, tellement ce qu'il voit du coup en face de lui donne des sueurs froides. Et lorsque le flash a retenti, je sais pas si on peut dire ça comme ça, la femme s'est retournée vers Grégoire puis a poussé un cri strident qu'il n'a jamais entendu auparavant. Il explique que ces cris, il ne les oubliera jamais tellement ça lui a provoqué de la peur chez lui. Et vous pouvez penser que cette femme s'est dirigée vers Grégoire, mais non, pas du tout. Cette femme va s'enfoncer dans la partie boisée du parc tout en conservant ses hurlements. Et Grégoire explique qu'il n'a pas été agressé physiquement ni verbalement, il n'a pas été suivi non plus, mais le simple fait de voir une silhouette humaine vêtue de blanc dans cette partie boisée du parc lui a donné une sensation
tellement étrange. Il explique que rien n'avait l'air normal dans la façon de se comporter de cette femme, que ce soit son cri strident et ses déplacements dans le bois, tout était en fait bizarre. Et Grégoire nous indique qu'il ne sait pas trop s'il est en train de délirer à ce moment-là ou si ce qu'il voit est bien réel. Et vous en doutez, Grégoire, totalement chamboulé par ce qu'il vient de voir, va repartir vers sa voiture pour rentrer chez lui. Sauf qu'arrivé à la voiture, il va se rendre compte qu'il n'a pas son appareil photo avec lui, et oui, je vous le rappelle qu'il l'a fait tomber quelques minutes auparavant. C'est donc avec appréhension qu'il va retourner dans le parc pour aller le chercher. Et la nuit tombe de plus en plus sur le parc, et ça devient de plus en plus sombre. Grégoire est presque effrayé dans le parc, mais parvient tout de même à rejoindre l'endroit où il était pour récupérer son appareil photo. Grégoire repart en direction de sa voiture, rentre chez lui et ressasse constamment dans sa tête ce qu'il a vécu cet après-midi-là. Et Grégoire, il se rappelle qu'il a fait un cliché sur cette dame dans les bois. Il décide donc, le cœur serré, de regarder la photo qu'il a prise. Grégoire retrouve la photo et à sa grande surprise, la silhouette blanche est toute floue. Et chose pas normale car Grégoire explique que son appareil photo, c'est pas le premier qu'on trouve dans un supermarché, c'est vraiment du quali, donc incompréhension totale pour Grégoire qui ne saura jamais vraiment qui c'était ou plutôt qu'est-ce qui se trouvait là-bas cet après-midi dans les bois. Et c'est ainsi que se termine cette histoire et moi je la trouve pas mal car elle change un peu des histoires que j'ai l'habitude de raconter sur la chaîne. Il y a un peu de paranormal, de surnaturel et ça je trouve ça trop bien. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît. En tout cas moi j'ai hâte de vous raconter des prochaines histoires. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.